Bonsoir, ravi de vous retrouver dans ce club international du samedi avec, comme toujours, des invités de talent. Journalistes, économistes et dessinatrices sont là pour nous aider à décrypter l'actualité de la semaine. Et elle s'articule essentiellement, vous le savez, autour de la guerre au Moyen-Orient qui a commencé il y a tout juste une semaine. Et si l'on en croit Donald Trump, tout est sous contrôle. Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15. And we're going to continue to do well. We have the greatest military in the world. Alors les capacités militaires sont indéniables, mais les objectifs américains et israéliens sont-ils plus clairs? Une issue rapide est-elle envisageable ou faut-il craindre un enlisement? Quelle place pour la diplomatie? On en débattra. L'invitée de ce samedi est une photographe d'origine canadienne. Courtney Roy aime se moquer d'elle-même, vous verrez, pour interpeller sur les excès de notre monde. Ces clichés truculents et flashy sont exposés à la Cité de l'économie à Paris. Sortez s'il vous plaît vos lunettes de soleil. Et puis à la fin de l'émission, Julia Van Els nous donnera de quoi méditer. Bonsoir Julia. Bonsoir Benjamin. Sur quoi allons-nous plancher ce week-end s'il vous plaît? Eh bien, on va méditer sur notre passion pour les gadgets. Pourquoi avons-nous autant d'objets inutiles? À tout à l'heure Julia. Voilà un aperçu du programme. Bienvenue dans ce club international de 28 minutes. Et bonsoir à mes deux complices de ce samedi soir. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Jean-Mathieu Pernin. Bonsoir à vous. Ravi de vous retrouver et ravi de retrouver nos trois clubistes de ce samedi. Maya Kadra, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste franco-libanaise, spécialiste des questions autour du Moyen-Orient. Vous faites partie du comité éditorial de la Nouvelle Revue Politique. À vos côtés, Martial Zebelinga. Bonsoir Martial. Bonsoir. Économiste et sociologue. Vous êtes expert associé au comité scientifique international de l'UNESCO pour l'histoire générale de l'Afrique. Et à vos côtés, Benjamin Louis, bonsoir Benjamin. Bonsoir Benjamin. Vous êtes le correspondant en France, en effet, ça fait écho, en France pour la radio suisse RTS. Et au pupitre, pour illustrer l'émission, Dorte Lanschluss. Bonsoir Dorte. Guten Abend. Voilà, vous dessinez pour l'hebdomadaire, vous le dites mieux que moi, l'hebdomadaire allemand Stern, et vous êtes membre de l'association de dessinateurs de presse Cartooning for Peace. Exactement. Premier dossier d'actualité ce soir, Valérie, l'ONU très affaiblie, mais qui va changer de patron dans quelques mois. Absolument, Benjamin, le diplomate en chef du monde, s'en ira le 31 décembre prochain. Le mandat de l'actuel secrétaire général de l'ONU se termine et déjà 4 candidats se sont avancés. Vous allez les découvrir. Il y a Michelle Bachelet, l'ancienne présidente du Chili, Macky Sall, l'ancien président du Sénégal, Rebecca Greenspan, ancienne vice-présidente du Costa Rica, et Raphaël Grossi, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Benjamin Louis, je me tourne vers vous, vous qui étiez correspondant à l'ONU à Genève. Est-ce que ça vous étonne, tous ces candidats qui se bousculent un peu pour prendre la tête de l'ONU, ONU que l'on dit institution un peu désuète, parfois même inutile? Ça ne m'étonne pas du tout, et d'ailleurs il n'y en a pas que 4. Pour l'instant, c'est les 4 qui ont été officiellement déclarés par les pays qui les soutiennent, pas toujours leur propre pays d'ailleurs, on va y revenir. Et non, ça ne me surprend pas parce que ça reste un poste clé. C'est sans doute le job le plus difficile au monde. Et encore plus dans ce contexte-là, le mandat qui va s'annoncer pour le prochain et sans doute la prochaine secrétaire générale des Nations Unies va être extrêmement difficile parce que d'un côté, vous l'avez dit, il faut revitaliser et peut-être même sauver les Nations Unies et en même temps les réformer pour réussir à les sauver. Alors justement, pour prendre la suite d'Antonio Guterres, eh bien, l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, aurait toutes ses chances d'après l'universitaire qui va suivre. C'est un Africain, ça permet de mettre un visage africain au premier plan en matière de relations internationales. Mais n'oublions pas que le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies n'a pas véritablement un pouvoir. Le pouvoir se trouve au niveau du Conseil de sécurité. Alors justement, Martial Zebelinga, est-ce qu'il faut réformer le Conseil de sécurité pour refléter le monde actuel? Et est-ce que Macky Sall serait la bonne personne pour le faire? Vous savez que j'ai malheureusement dit déjà, l'une ou l'autre fois on s'est retrouvé, qu'on avait des problèmes avec l'ONU et que l'ONU était peut-être aussi partie du problème et de l'ensemble des problèmes qu'on rencontre, que ce soit la question de la Palestine et d'autres terrains sur lesquels on s'est retrouvé. L'ONU a finalement entretenu le double standard, les hiérarchies entre les États, etc. Et je ne pense pas qu'une élection de secrétaire général soit à la hauteur des transformations nécessaires. Je pense qu'il faut imaginer de nouvelles institutions, probablement des réformes, certainement, mais il faut penser à d'autres institutions. Je pense que l'ONU n'a
les qualités pour résoudre les grands problèmes de paix qu'on rencontre, la question environnementale, etc. Maya Kaira, il faut faire tabula rasa de l'ONU. Vous pensez que c'est dépassé ou bon, il y a quand même 4 candidats au minimum, donc ça veut dire qu'elle a encore une importance, non? Non, pour moi, ce n'est pas dépassé parce que jusqu'à aujourd'hui, on a besoin de passer par le Conseil de sécurité, par exemple, pour avaliser et pour voter certaines résolutions, des résolutions vitales parfois concernant des cessez-le-feu, concernant la paix entre plusieurs pays. Ça entérine quand même plusieurs décisions très importantes d'ordre géopolitique, d'ordre politique, d'ordre climatique aussi. Je rappelle l'engagement climatique d'Antonio Guterres sur le climat. Donc il ne faut pas faire tabula rasa, mais il faudrait peut-être, oui, réformer certaines structures. Et pourtant, Benjamin Lewis, aujourd'hui, Donald Trump, lui, il a créé le Conseil de la paix, qui semble une concurrence directe à l'ONU. Est-ce que finalement, c'est pas une réponse plus efficace dans le monde aujourd'hui? Il dit clairement, quand il parle justement du Proche-Orient, il dit tout de suite pour Gaza 10 milliards. Hop, il met sur la table comme ça y est, c'est fait. Vous l'avez vu où, l'efficacité, Jean-Mathieu, du Board of Peace? Moi, je l'ai réuni qu'une fois, je sais pas. Oui, voilà. En gros, on a à peu près la réponse déjà. Honnêtement, le Board of Peace, c'est une espèce de réponse trumpo-trumpienne au Conseil de sécurité. Donc en fait, il faut bien se rappeler que les Nations Unies, c'est pas juste le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, c'est le pendant, c'est un peu le pendant politico-exécutif. Ouais. Mais il y a tout le reste. Le Board of Peace ne parle pas de droits de l'homme, il ne parle pas d'humanitaire, il ne parle pas des réfugiés, il ne parle pas de la normalisation, la standardisation, tout ce qu'on retrouve à Genève notamment. Donc, encore une fois, là, c'est une espèce de... Là, oui, c'est un machin. Là, si on peut reprendre, si on veut reprendre l'expression de Gaulle, en 1960. Oui, le Board of Peace, c'est un machin. Les Nations Unies, c'est pas un machin, c'est quelque chose de très concret. Oui, le Conseil de sécurité ne fonctionne pas, il a un défaut de construction initiale. Donc on le réforme, à minima. Bien sûr, mais ça, on n'en parle pas depuis hier de réformer le Conseil de sécurité. Non, mais parce que Marcel, vous êtes beaucoup plus radical. Mais je comprends ce que dit Marcel, parce que c'est impossible de réformer le Conseil de sécurité. La radicalité dans le sens d'aller à la racine du problème. Mais est-ce qu'une personnalité, est-ce qu'une femme peut changer la donne? Par exemple, disant voilà, une personnalité qui va nouvelle et qui va mettre un petit peu de nouveauté et redonner du lustre à cette institution. Vous n'y croyez pas? Ça ne se joue pas sur les personnalités, parce qu'en fait, on a une architecture qui a été construite en 1945 avec un monde qui avait les qualités et les caractéristiques 45, c'est-à-dire les victorieux, les vainqueurs, on va dire, qui ont organisé, disons, des sauf-conduits, des espaces pour ne pas se taper dessus, entre guillemets. Mais le reste, en fait, tout ce qui s'est passé par la suite, on a eu, regardez un petit peu ce qu'on a eu comme désastre humain. Je veux dire, la guerre en Irak, 1 million de morts, personne n'en parle. On parle même pas de respect, même pas de réparation, etc. Même sur la question environnementale, regardez où on en est. Vous diriez comme Gabriel Attal que c'est devenu un guichet humanitaire, une ONG climatique ou même pas? Alors justement, il y a un pouvoir, disons il y a un pouvoir normatif. C'est-à-dire que l'ONU garde une faculté à émettre un certain nombre de règles, etc., qui pourraient, dans un certain nombre de cas, fonctionner, aider à mettre les choses en dynamique. Mais en termes d'exécution, en termes de justice, justice climatique, justice d'ailleurs simplement humaine, avoir les mêmes règles pour tout le monde, je crois que c'est une institution qui n'est plus appropriée. Alors, un dessin de Dorte, le premier de cette émission. Alors, c'est une voiture un peu cabossée, dit donc l'ONU pour vous. Oui, si l'ONU était une voiture d'occasion, l'achèteriez-vous? Bon, elle est légèrement cabossée, mais je vous assure qu'elle roule encore très bien. Il manque juste le moteur et le volant. C'est déjà pas mal. Voilà Gutiérrez mis à l'honneur par Dorte. À nous, Valérie, pour notre cher voisin, c'est l'heure de partir donc chez nos voisins européens. Et on va vers Londres ce soir. Fâcherie avec le grand frère américain. Oui, quand la relation spéciale devient embarras spécial. C'est précisément la délicate position du Premier ministre britannique depuis les premières frappes américaines en Iran. Donald Trump a contacté Keir Starmer. Il l'a prévenu, d'autres auraient apprécié ce petit coup de fil. Il l'a prévenu au nom de la Special Relationship, une expression popularisée par Churchill en 1946 pour qualifier la coopération permanente des peuples anglophones. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et le Royaume-Uni peuvent compter l'un sur l'autre sur les plans militaires, nucléaires et du renseignement. Enfin ça c'était valable jusqu'à cette semaine. Keir Starmer veut bien filer un coup de main, mais pas entrer en guerre. We're taking action to reduce the threat with planes in the sky in the region, intercepting incoming strikes, deploying more capability to Cyprus and allowing US planes to use UK bases to take out Iran's capability to strike. What I was not prepared to do on Saturday was for the UK to join a war unless I was satisfied there was a lawful basis and a viable, thought-through plan.
That remains my position. Une position que le président des États-Unis n'apprécie pas, mais alors pas du tout. I'm not happy with the UK either. This is not Winston Churchill that we're dealing with. I will say the UK has been very, very uncooperative with that stupid island that they have. Donald Trump est furax, mais Keir Starmer, le Premier ministre britannique, il reste sur sa ligne, ne bouge pas. Oui, Benjamin, tout juste a-t-il concédé aux Américains d'utiliser certaines bases, comme celle d'Akrotiri à Chypre ou l'île Diego Garcia dans l'océan Indien, une autorisation spécifique et limitée au nom de la légitime défense des alliés et de la protection des ressortissants britanniques. Une décision beaucoup trop tardive et timorée pour Donald Trump, une réaction parfaitement justifiée pour Starmer qui ne veut pas raviver à Londres les fantômes de 2003. L'Irak, Tony Blair, une guerre sans issue claire et le soupçon pertinent d'un Royaume-Uni arrimé au choix de Washington. L'Irak reste aujourd'hui un traumatisme. C'est pourquoi le Premier ministre britannique cherche à ménager l'alliance américaine sans donner le sentiment de signer un chèque en blanc ni à Trump ni à l'histoire. Un exercice d'équilibriste qui ne satisfait pas la gauche et encore moins les conservateurs. I'm quite unclear what the position actually is. It seems to me that within a few days, should this war go on, then we will actually be as involved as anybody else. On Saturday, our allies in Canada and Australia immediately backed the action taken by America against this despotic regime in Tehran. And I have made it very clear that the Conservative Party also stands behind America. Vous l'avez vu, d'un côté, les conservateurs lui reprochent de ne pas s'impliquer davantage aux côtés des États-Unis. De l'autre, Starmer doit convaincre qu'une autorisation dite défensive ne se transformera pas par glissement progressif en engagement sans limite ni contrôle. 4 chasseurs Typhoon supplémentaires ont été déployés hier par l'armée britannique stationnée au Qatar. De fait, Benjamin Louis, à force de vouloir être l'allié utile mais pas embarqué, est-ce que Londres n'est pas déjà impliqué sans être maître du récit ? Sans doute, sans doute. Encore une fois, je voulais juste revenir sur ce que disait, vous avez parlé des conservateurs. Les conservateurs, si tout s'était bien passé avec le Brexit, aujourd'hui, ils seraient sans doute aux manettes et ils pourraient entretenir cette fameuse special relationship. Encore une fois, il ne faut pas non plus trop l'idéaliser, cette relation. Le Royaume-Uni donnait la légitimité européenne souvent aux États-Unis et ne faisait que suivre. Aujourd'hui, il y a un Keir Starmer qui est quand même plutôt un homme de gauche, si on devait le comparer à ce qu'on a comme diagramme en France. Oui, social-démocrate. Voilà, et qui doit en gros ménager un peu la chèvre et le chou, parce qu'il ne peut pas rompre complètement avec les États-Unis et il ne peut pas rompre avec son électorat, tout en essayant de garder un peu une paix des braves avec les conservateurs. C'est très compliqué, c'est une position effectivement très sensible. Mais Maya Kadra, quand même, quelle cacophonie chez les Européens. Il n'y a pas de position commune. On a vu le chancelier allemand aller aux États-Unis, à Washington, dire au président Trump « Je suis d'accord avec votre action ». Le président français, lui, est sur une ligne de crête. Donc, qu'est-ce qu'on peut y comprendre ? On n'a pas de position commune, encore une fois. Non, il n'y a pas de position commune. Concernant, je vais revenir un peu à la Grande-Bretagne et Keir Starmer, la France est même allée plus loin que la Grande-Bretagne parce qu'elle a classé les gardiens de la Révolution comme organisation terroriste, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la Grande-Bretagne. Côté européen... L'Union européenne, en général, a classé. Oui, l'Union européenne aussi. La France a rejoint d'autres pays qui avaient déjà classé ces gardiens de la Révolution comme tels. Concernant l'Espagne, interdiction totale aux Américains d'utiliser leurs bases pour n'importe quelle action d'ordre offensif. La position allemande a été saluée par Donald Trump lors de la fameuse visite donc cette semaine du chancelier Merz donc à Washington. Il y a en effet une disparité dans les positions européennes. Qui affaiblit la voix du coup de tous les dirigeants européens. Non, je trouve que chaque pays a une légitimité d'avoir et son droit d'avoir une position différente de l'autre, surtout quand il s'agit de dossiers de défense, de dossiers aussi concernant des guerres internationales. Martial Zebelinga, on ne choisit pas l'engrenage dans lequel on pourrait se retrouver, on le subit. Pour le moment, oui. Et je trouve que la position qui, moi, me paraît la plus utile, en tout cas intellectuellement, c'est la position de l'Espagne. Oui. Parce que quand vous regardez bien, l'Espagne a été très disciplinée par rapport à l'Europe, mais dans son histoire, elle a toujours eu des relations avec l'Iran. Depuis très très longtemps, elle entretient des relations avec l'Iran et jusqu'en 2010-2011, c'était le principal fournisseur l'Iran était son principal fournisseur de pétrole. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les sanctions, en réalité, ont télescopé les échanges
de l'Espagne avec l'Iran. Elle a dû accepter. Et quand vous entendez les éléments de langage, le Premier ministre dit il faut qu'on fasse ce qui est de l'ordre de nos valeurs et de nos intérêts. Et de nos intérêts. Donc, ça, c'est intéressant. Oui, Benjamin Louis, très rapidement, pardon. Mais est-ce que si le régime tombe des mots là, est-ce que du coup, les Européens ne diront pas voilà, c'est les Américains qui ont fait le boulot, ils vont se retrouver à devoir saluer et à féliciter les Américains? Est-ce qu'ils ne sont pas là dans une situation un peu compliquée tout de même, dans cette disparité, et notamment l'Espagne qui dit aujourd'hui nous ne voulons pas soutenir les Américains? On commence un peu à avoir l'habitude avec les Européens qui n'arrivent pas à parler d'une seule. Au moins cette fois, disons comparé à 2003, il y a une unité dans le fait que personne ne s'est lancé dans cette guerre. En tout cas pas pour l'instant, on verra bien avec le cas de la France. Je me souviens plus de votre question. Non mais est-ce qu'ils vont s'en féliciter? Est-ce qu'ils vont pas finir par s'en féliciter si jamais le régime des mots là et qu'ils seront pris à contre-pied? Comme l'a dit Emmanuel Macron, on ne pleurera pas les tyrans qui ont opprimé leur peuple. D'accord. Et donc, mais chacun garde sa position aujourd'hui. Alors, Dorte, qu'est-ce que ça vous inspire comme dessin? Je pensais à la visite de Friedrich Merz chez Trump. La tentative de Trump de rendre Starmer jaloux échoue. Ça, c'est un bon ami. Il est gentil, bon ami. Pauvre Friedrich, je ne voudrais pas être à sa place. Oui, pas sûr que ça fasse plaisir au chancelier allemand. Merci, Dorte. Place à l'employé de la semaine. Chaque samedi, Olivier Boucreux braque les projecteurs sur une personnalité qui a fait parler d'elle. Et ce soir, le Premier ministre libanais, dont le pays se retrouve pris, malgré lui, dans les affres de la guerre. Regardez. Nous sommes tous des employés. Celui de la semaine dirige un pays où l'État partage le monopole de la force avec une milice. C'est qui Nawaf Salam, 71 ans, ancien juriste, diplomate et président de la Cour internationale de justice, Premier ministre du Liban depuis février 2025. Sa mission, il l'a acceptée, remettre debout un État affaibli par des années de crise politique, économique et sécuritaire. Depuis 1943, le Liban repose sur un partage confessionnel du pouvoir, président maronite, Premier ministre sunnite, président du Parlement chiite. Un équilibre censé garantir la coexistence, mais qui fige aussi les rapports de force. La guerre civile éclate en 1975 et dans ce chaos, le Hezbollah s'impose peu à peu, un mouvement chiite soutenu par l'Iran, devenu parti politique et armée parallèle. Chez les Salam, la politique est une affaire de famille. Son grand-père Selim siège au Parlement ottoman, son oncle Saeb sera Premier ministre à plusieurs reprises et son cousin Tamam dirigera lui aussi le gouvernement. Je viens de ce milieu, mais j'aimerais pas être réduit à ce milieu-là. Nawaf, lui, préfère d'abord les bibliothèques aux tribunes. Sorbonne, Harvard, Sciences Po, professeur et avocat en droit international à Beyrouth, il devient en 2007 ambassadeur du Liban à l'ONU. En 2017, il entre à la Cour internationale de justice, qu'il préside en 2024 avant de quitter La Haye pour revenir à Beyrouth. Actu, nuit du 1er au 2 mars. Des roquettes partent du sud du Liban vers Israël. Le Hezbollah revendique l'attaque, disant venger la mort du guide iranien Ali Khamenei après des frappes israélo-américaines. Nawaf Salam condamne aussitôt. الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية. Et finalement, pourquoi lui? Parce qu'aujourd'hui, les Libanais encaissent les coups d'une région en feu et leur Premier ministre ressemble parfois à son pays, acculé et désemparé. Maya Kadra, vous qui êtes franco-libanaise, vous avez des contacts réguliers avec ceux qui sont au Liban aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils disent exactement? À qui en veulent-ils le plus, au Hezbollah ou à Israël, au moment où nous parlons? Je pense que ça a beaucoup changé entre la guerre de 2006 et la guerre d'aujourd'hui, entre la guerre à laquelle on a assisté en 2024 et la guerre en 2026. Avant, il y avait une véritable aversion contre Israël qui était majoritaire au sein du Hezbollah et éparse chez certaines communautés. Aujourd'hui, non. La tendance déferlante, c'est une opposition au Hezbollah. Parce que ce que le Hezbollah a fait en tirant ses missiles et en sachant consciencieusement ce qui va se passer après donc une riposte israélienne impitoyable, c'est un manque de respect pour sa communauté qui vient à peine de rentrer dans les villages du Sud, pour les habitants de la banlieue Sud et pour tous les Libanais en même temps qui sont aujourd'hui bloqués. Ils ne peuvent pas voyager pour rejoindre, par exemple, leur boulot dans les pays du Golfe, dans les pays occidentaux aussi. Il y a tout un pays qui est paralysé à cause de quelques roquettes tirées lundi dernier sur le nord d'Israël. Et ça, c'est un manque de responsabilité. Et ça prouve à quel point le gouvernement n'a pas
pu s'imposer durant cette année qui s'est écoulée. Martial Zebelinga, est-ce que vous diriez aussi que Beyrouth est à nouveau piégé entre piégé dans la rivalité entre le Hezbollah et Israël? Moi, spontanément, c'est ce que je pense, même si c'est une région que je ne connais pas beaucoup plus que ça. Mais quand on regarde, encore une fois, historiquement, on voit bien qu'il y a toujours eu, il y a une composante de la population, et d'ailleurs c'est dans l'activité politique, qui a quand même un tropisme pro-iranien. Même si ça change, ça évolue, et quand vous voyez comment la politique est organisée par communauté, on voit bien qu'au sein même de la communauté, de la société, eh bien, il y a des tendances pro-iraniennes. Et je crois que la grande difficulté, c'est d'avoir effectivement autant d'intérêts aussi massifs, aussi importants, israéliens, américains, et puis d'un autre côté, l'Iran, qui est également massif, et être relativement petit, entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif, mais entre ces grands blocs, c'est difficile d'exister. Alors, Benjamin Aloussi, Emmanuel Macron a été appelé par le président libanais et lui a dit qu'il allait mettre en place un plan, ce sont ses mots, pour mettre un terme aux opérations militaires aussi bien d'Israël que du Hezbollah, puisqu'il avait appelé Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Est-ce que la France, on parlait de relations spéciales tout à l'heure, a une relation bien sûr forcément avec le Liban, est-ce qu'Emmanuel Macron peut aujourd'hui agir en tant que tel pour la paix et se faire entendre de la part du Hezbollah et d'Israël? Franchement, vu la configuration en ce moment-là, ces dernières heures, non. La réponse est non. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron puisse faire quoi que ce soit, à part être en position défensive, comme il l'a dit dans son adresse à la nation. Par contre, il y avait une conférence qui était prévue pour soutenir, l'armée libanaise. Je ne sais pas si elle est maintenue. Je ne crois pas qu'elle aura lieu. C'était là où la France avait une marge de manœuvre pour essayer de donner du pouvoir à cette armée. Juste un mot sur l'employé de la semaine. À mon avis, Nawaf Salam a sans doute le job le plus dur, juste après secrétaire général des Nations Unies. Comme on parlait, Maya Kadra, très rapidement, est-ce que la médiation de la France est possible ou elle est disqualifiée? Aujourd'hui, la voix de la France, elle est inaudible au Liban parce que les voix des bombes sont beaucoup plus fortes aujourd'hui que la voix de la diplomatie. Il y a un objectif israélien très clair au Liban, c'est celui d'éradiquer le Hezbollah. Merci. Dorte, une illustration, s'il vous plaît, de cette situation au Liban. Oui, mais que peut faire la France pour aider à désarmer le Hezbollah? La France propose d'envoyer des portiques. Oui. En effet, ça sonne beaucoup. Merci Dorte. On continue à parler de la guerre, Valérie, avec vous, et avec cette question qui nous taraude tous. Jusqu'à quand peut-elle durer? Eh bien, déjà 8 jours de guerre au Moyen-Orient, vous l'avez dit Benjamin, 8 jours depuis lesquels l'Iran tire des missiles et envoie des drones dans toute la région, y compris vers plusieurs pays voisins du Golfe, des frappes qui ont pris de court ses partenaires régionaux. Et hier, le président iranien leur a présenté ses excuses. که مورد حمله قرار گرفتن از طرف ایران قصد تجاوز به کشورهای همسایه نداریم همان گونه که بارها و بارها گفتم اونا برادران ما هستن ما با Et au même moment, Martial Zebelinga, au même moment, les tirs continuaient, les bombes continuaient de pleuvoir partout aux Émirats Arabes Unis, au Qatar. Est-ce que ces excuses, elles traduisent une fracture au sommet du pouvoir iranien? Je ne suis pas capable de le dire, mais j'aimerais quand même qu'on dise une chose, parce que quand vous dites l'Iran tire des missiles vers la région, il faut quand même dire qu'au départ, l'Iran est attaqué par les États-Unis et Israël. C'est le point de départ. Bon, ensuite, l'Iran dit attaquer, dit tirer sur des bases militaires américaines. C'est leur argument. Et si ça, moi, je connais militairement, je m'y connais pas. Et donc, si leur argument est valable, ou disons s'il est discutable, on peut aussi discuter tous les arguments de guerre préventive, etc. Parce que ce qu'ils disent, c'est qu'ils attaquent des bases militaires qui sont susceptibles de les attaquer. Donc ils n'en veulent pas, a priori, à la sous-région ou à leurs co-religionnaires. Mais Maya Kadra, une question quand même une semaine après le début. C'est-à-dire, est-ce que les objectifs poursuivis par Washington et Tel Aviv sont plus clairs ou pas? Alors, il y a des objectifs très clairs, à mon avis. Ils ne sont pas d'ordre militaire, ils sont d'ordre politique. C'est
renverser le régime. Pour vous, c'est renverser, parce que c'est pas ce qu'a dit Trump au début. C'est des objectifs. En fait, il le dit, puis le camoufle. C'est vraiment, il y a une alternance entre les discours de Trump, les discours très tranchants et des discours un peu plus opaques. Il y a des objectifs politiques. Là où il y a une opacité, c'est vraiment dans la tactique militaire. Et c'est là où on ne comprend pas vraiment comment ils procèdent. Ils ont procédé à l'élimination donc du guide suprême avec des hauts commandants des gardiens de la Révolution. Aujourd'hui, le système de télécommunication a été visé aussi. Beaucoup de postes clés, que ce soit dans l'armée, les Bassidji, etc., ont été visés aussi. Au Kurdistan iranien, il y a eu des postes, également des gardiens de la Révolution, qui ont été visés. Mais on a du mal à avoir une cohérence dans l'ensemble. Alors, ça peut être interprété sous deux angles. Soit c'est voulu, cette opacité. C'est une technique. Voilà, et c'est une technique. Soit ils improvisent au quotidien. Improvisation, Benjamin, Louis, ou tactique bien étudiée, qu'est-ce que vous diriez? C'est compliqué à dire parce que, alors, si les États-Unis maintenant improvisent, l'armée la plus puissante du monde se met à improviser, honnêtement, je pense qu'on ne va pas rentrer très rassuré chez nous ce soir. On l'est déjà pas beaucoup. De fait, c'est vrai que Donald Trump parle de capitulation totale désormais, comme si il était satisfait des objectifs déjà atteints et qu'il pensait pouvoir réussir quoi qu'il arrive. Mais comme disait Maya, les objectifs, ils varient un peu en fonction des jours. Alors, on a parlé d'éradiquer le programme nucléaire, on parle du pétrole, on parle du changement de régime. Quand on a des objectifs qui sont aussi flous, c'est très difficile d'imaginer une sortie de guerre. Et c'est ça le prochain problème, c'est combien de temps elle va durer cette guerre, combien de temps ça va durer ce pilonnage. L'Iran, c'est immense, il y a plein de choses à bombarder. Ça veut dire qu'on peut utiliser, est-ce qu'on peut utiliser le terme d'enlisement? On a souvent vu l'Amérique à un moment s'enliser, c'est-à-dire on l'a vu au Vietnam, on l'a vu en Irak à un moment. Est-ce que là, l'Iran, c'est-à-dire que le problème, c'est comme il n'y a pas de but précis derrière, est-ce que ça veut dire enlisement? Alors, c'est pas certain qu'il n'y ait pas de but précis. Ce qu'on sait, c'est que depuis 40 ans, à peu près, il y a un certain nombre de pays qui sont considérés par les États-Unis comme étant des pays à détruire, comme étant des pays à démanteler. Ça fait l'Iran, l'Irak, la Syrie un peu plus tard, la Libye un peu plus tard. Donc, en fait, à chaque période, il y a un nouvel argumentaire, les armes de destruction massive, le régime change, etc. Et je crois qu'au fond, il y a une stratégie beaucoup plus long terme qui consiste à dire probablement que pour protéger leurs intérêts, Américains et Israéliens et leurs alliés ont intérêt à avoir des États faibles ou alors une relative instabilité pour pouvoir continuer de tirer bénéfice de la région. Bertrand Badi, qui était sur ce plateau cette semaine, Magadra nous parlait de guerre d'affaiblissement. C'est-à-dire, bon voilà, on se contente d'affaiblir un régime pour ensuite pouvoir faire avec lui ce qu'on veut, comme le fait Donald Trump avec le Venezuela aujourd'hui. Est-ce que c'est votre avis ou pas? Ou est-ce qu'il veut aller plus loin? C'est probable, mais en fait, ce qui va le pousser à aller plus loin, en fait, c'est tous les mouvements d'opposition iranienne. On parle de 30 000 victimes recensées au mois de janvier à cause des répressions sanglantes. Donc, on ne peut pas composer avec le régime actuel. Il y a une légitimité populaire qui, quand même, a été imposée. Il y a des oppositions en Iran, il n'y a pas une seule. Et en fait, ces voix de l'opposition, il faut les entendre. Et si le régime tombe, après cette opération, cette offensive, cette guerre-là, c'est les Iraniens qui, à ce moment-là, négocieront avec les Américains pour eux-mêmes peut-être décider de leur sort. 30 secondes, juste 30 secondes. Disons quand même que là, on a des informations en temps réel, et que toutes les informations en temps réel, on ne peut pas les valider, on ne peut pas considérer qu'elles sont vraies. Et toutes les grandes guerres ont montré que les informations qu'on avait en spot étaient plus la traduction. Il faut rester prudent, vous avez raison. Et donc on ne sait pas trop. Moi, je pense qu'on n'a pas de légitimité à dire on va décapiter tel régime, c'est très compliqué. Ça reste de l'analyse, mais très compliqué. Ce qu'on peut voir quand même, c'est ce déluge de bombes et de missiles depuis 8 jours. Est-ce que malgré tout, il reste une fenêtre de tir, oserais-je dire, pour la diplomatie ? Alors pour l'instant, il y en a une qui est très très étroite, c'est via le sultanat d'Oman qui était à la manœuvre dans les négociations qui se sont tenues à Genève quelques jours avant que la guerre ne débute. Mais pour l'instant, là, on le voit bien, et ça reprend aussi ce que disait Martial, on est dans du bombardement de minute après minute. L'heure n'est pas à la diplomatie, mais il va bien falloir à un moment donné qu'il y ait des gens qui se mettent autour d'une table. Mais vous avez vu, le guide a été tué, il n'a encore même pas été inhumé, ni même remplacé. A priori, on ne sait pas trop, là encore. Dans 24 heures, on annonce une réunion. Oui, oui. Alors, ils ont dit l'Iran fait de son mieux. Voilà, c'est ça. L'Iran fait de son mieux pour remplacer le guide. Bon, voilà. Pour l'instant, on ne parle pas de diplomatie, on ne sait même pas avec qui on peut parler. Et on observera ça, bien sûr, et on en parlera dans 28 minutes. C'est l'économie. Et l'économie, c'est un autre sujet, vous avez il est important, mais il y a aussi les civils iraniens, et c'est l'objet de votre dessin, Dorthe.
Oui, je pense que au pire des scénarios, malgré les bombardements, le système de répression iranien reste intact. Mais on voit tout de suite, une femme ne peut pas se montrer ainsi en public. Je suis chez moi. Ouais. Et on y pense à toutes ces femmes iraniennes. Merci Dorte. C'est l'heure de Jean-Mathieu Pernin et de sa zapette pour la télé des autres, cher Jean-Mathieu. On va prendre un peu l'air du côté de l'Italie. Un air un peu vicié, hein, tout de même. Eh ben oui, cette semaine, Benjamin, j'ai regardé en effet la télévision italienne où on a beaucoup parlé, figurez-vous, du jugement dernier. Alors rien à voir avec notre précédent débat, hein, je vous rassure, mais plutôt avec une fresque qui, vous allez la reconnaître, à un moment a eu son petit succès. Per 3 mesi la Cappella Sistina a Roma sarà sottoposta a un intervento di pulitura per togliere la patina del tempo e restituirle piena brillantezza cromatica a 30 anni dall'ultimo restauro. Durante i lavori resterà sempre aperta al pubblico, mentre dietro un telo con riproduzione ad alta definizione dell'opera lavoreranno i restauratori del laboratorio dei Musei Vaticani. Voilà, c'est la plus importante restauration de la célèbre fresque de Michel-Ange depuis 30 ans, installée dans la chapelle Sixtine depuis le XVIe siècle. Cette peinture, considérée comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'art occidental, va donc être nettoyée grâce à un chantier express qui durera jusque bien à Pâques. Alors ce qui frappe, ce n'est pas tant cette course contre la montre avant bien la célébration de la plus grande fête chrétienne, ce n'est pas non plus, regardez cet échafaudage gigantesque qui est installé, mais plutôt les raisons en fait qui ont poussé les restaurateurs à agir aussi rapidement. En 2024, ils ont remarqué en fait qu'il y avait une légère couche blanchâtre qui était en train de se poser sur la fresque de la chapelle Sixtine. Et vous allez voir, c'est une couche blanchâtre salée, et vous allez voir que l'origine est assez inattendue, comme l'explique Fabio Morezzi, il est responsable du cabinet de recherche scientifique du musée du Vatican. La spiegazione è la traspirazione. La traspirazione è aumentata negli ultimi anni dovuti alla variazione climatica. Noi nella traspirazione produciamo acido lattico e purtroppo il 97% dell'acido lattico si fissa col carbonato di calcio, col calcio libero e forma il lattato di calcio. Questo velo di superficie fortunatamente è un sale solubilissimo in acqua e fortunatamente è di superficie. Voilà, Benjamin, trop de sueur, trop de transpiration endommage l'œuvre. Et voilà, alors, ce suintement corporel est dû au choc, finalement, des visiteurs de rencontrer le Christ, qui est en face d'eux, voilà, au cœur du centre de la fresque. Ou alors, le Vatican monte-t-il le chauffage pour proposer une simulation des enfers, peut-être qu'ils nous attendent tous. Rien de tout cela. La faute en incombe, en fait, au réchauffement climatique, comme l'a dit cet expert de la cité papale. Les années sont de plus en plus chaudes. Donc, à l'intérieur du Vatican, on souffre. La température aurait augmenté au sein de la chapelle Sixtine, qui accueille les jours de haute fréquentation, 15 à 20 000 personnes. Donc il y a vraiment du monde et le Saint-Endroit se transforme en véritable appel à la sudation. Et oui, ça souffle fort, ça transpire encore plus fort, sans s'arrêter. La condensation se crée et l'art en paye le prix cher. La climatisation qui maintient une température constante de 23 degrés n'arrive pas à lutter contre le phénomène. Alors, est-ce le jugement dernier pour le jugement dernier, justement, pas du tout. Le traitement est simple, vous allez voir, et pas cher, idéal d'ailleurs pour les finances du Vatican. Alors prenez note si vous-même vous avez un problème de couche blanchâtre dans votre chapelle. On vous donne comment faire, un petit truc. C'est Giandomenico Spinola, qui est vice-directeur scientifique du musée du Vatican, qui vous explique tout ça. La sostanza che abbiamo usata è la carta giapponese, l'acqua distillata ed è un'estrazione abbastanza veloce, molto veloce e abbastanza semplice dal punto di vista tecnico. Alors, est-ce qu'on peut parler de vrais miracles financiers? Je ne pense pas, parce que la restauration de la chapelle Sixtine débutait en 2010 est en fait financée, figurez-vous, par des mécènes américains. On voit qu'au jugement dernier, mieux vaut avoir un bon portefeuille pour avoir une place, bien sûr, aux côtés du Seigneur. Benjamin Louis, quand on voit cette affaire, personnellement, quand j'y ai pensé, moi je me suis dit, c'est vrai que j'ai visité la chapelle Sixtine. On a l'impression de participer à chacun finalement à la dégradation de chefs-d'œuvre malgré nous, non? On est indirectement responsable de ce massacre, mais le premier responsable, c'est quand même le réchauffement et le changement climatique qui fait que les températures augmentent. Mais c'est pas tant une surprise que ça, parce que, alors on parle du jugement dernier, mais c'était écrit dans la Genèse. Je ne vais pas vous la lire en hébreu biblique. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été tiré, car tu es fait de poussière et tu retourneras à la poussière. Voilà. Mais vous avez gagné un moment dans cette émission, ça c'est sûr, ça restera dans les annales. On a cité la Genèse. Et vous citez quoi, cher Dorteux? C'est un conseil, il faut qu'on dégaine nos déos, un prix transpirant, c'est ça? Oui, je me suis imaginé le jugement dernier après sa restauration. Ah bah oui, écoutez, on va faire ça. Maintenant, on sait comment aller à la chapelle Sixtine. Eh bien, écoutez, de tourisme massif et transpirant, il va en être question avec notre invité de la semaine. Bonsoir, Courtney Roy. Venez vous installer. Bienvenue dans 28 minutes. Bonsoir à vous. Vous êtes photographe.
Oui. Alors les vents vous ont mené du Canada jusqu'à nos rives, mais vous avez trimballé votre objectif là où votre inspiration vous pousse. Et on peut justement avoir un bel aperçu de votre travail en ce moment même à Paris, dans le magnifique écrin de la Cité de l'économie, que je ne connaissais pas et que j'ai découvert grâce à votre exposition. All inclusive, tout compris en français, en bon français, regard croisé sur le tourisme mondialisé, eh bien c'est le titre de cette exposition. Et plutôt qu'un regard moqueur, eh bien vous préférez en révéler toutes les ambivalences de ce tourisme débridé. On va d'ailleurs regarder une photo, et j'aimerais bien que vous nous la commentiez, cette première photo. Voilà, ben donc ça. C'est vous. C'est moi, ouais. Alors, vous vous mettez beaucoup en scène. Beaucoup, ouais, quasiment Alors, tout le temps. pourquoi Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous mettez cette perruque, quand vous vous apprêtez de cette manière et que vous les prélassez sur un ponton? Qu'est-ce que ça dit? En fait, ça dit pas forcément quelque chose de spécifique. C'est plutôt que j'ai envie de vivre dans les mondes imaginaires que j'ai créés. Donc, c'est une façon de vivre plusieurs vies parallèles. Plusieurs vies en même temps. C'est plutôt fantasy, le monde imaginaire dans ta tête, que je mets dans la photo, que j'ai envie d'y habiter. Parce que vous dites c'est désir et désillusion en même temps, ce monde dans lequel on est. C'est cela un peu, dans le monde du tourisme en particulier. Désir et désillusion, vous dites. Moi, j'ai pas dit ça. Ah bon? C'est ce que vous avez dit dans une interview. Non, je veux dire que c'est vraiment une façon de... Quand je dis touriste, même, c'est une façon de vraiment... On est tous un touriste dans un sens, donc de se mettre dans un monde qu'on ne connaît pas, de s'habiller différemment, c'est vraiment un plaisir aussi de découvrir. Moi, je ne viens pas avec un oreille de jugement, là. Pas de jugement. Alors, on vous a vu sur un ponton, et là, on va vous voir, en tout cas, vous, je ne sais pas, mais voilà, dans un bateau. C'est pas vous. Dans un bateau, en tout cas, c'est vous qui prenez la photo. Oui. Très belle photo, on dirait presque une carte postale, mais qu'est-ce que vous cherchez à faire? À dénoncer ou à sublimer? Dénoncer et sublimer, c'est que de ce choix. Vous pouvez m'en dire d'autres, bien sûr. Non, en fait, ça c'était déjà le contexte, c'était une commande de la grande commande photographique de la BNF. Donc moi, j'ai proposé un projet sur les ferries françaises. Donc ça, c'est un ferry français? Oui, c'est un ferry français. Je sais pas, je pense que je suis allée à Toulon ou Sardaigne. Je me souviens plus. J'ai fait beaucoup de ferries dans 6 mois là. Et donc, du coup, c'était vraiment déjà encore d'explorer en fait le monde le série s'appelle Entre deux mondes. Donc, vraiment, qu'est-ce qui se passe sur ces grands bateaux quand on voyage pour plusieurs jours, plusieurs heures ou 15 minutes. Et c'est toujours une sorte de... Parce que le ferry, c'est un sens d'expectation, c'est atemporel en même temps. Donc, c'est toute cette magie-là que je voulais convoquer. D'accord. Justement, on va continuer à regarder... Et ben voilà, c'est l'émotion des vacances. Exactement. On va regarder ce bateau. Alors là, c'était un ferry, un paquebot, enfin véritablement. Est-ce que pour vous, votre exposition s'appelle All Inclusive? Ça veut dire véritablement, c'est l'expression pour le tourisme de masse. Est-ce que ça, quand on est photographe, c'est le modèle qui exprime le mieux le tourisme de masse? Ça, j'en sais rien du tout. Cette série, ça vient de La Touriste aussi, mais en fait, c'était une série qui partenait de la première photo aussi, où j'étais à Miami et Cancun. Donc moi, j'étais sur un bateau qui faisait des tours de tous les petites îles à Miami pour regarder toutes les maisons de célébrités. Donc c'était un peu... Donc je faisais vraiment le tourisme de masse et j'étais avec mon appareil. Donc ça peut être un symbole de mass tourisme, c'est certainement. On se souvient à Venise, on se souvient des paquebots justement à Venise qui bloquaient la vue. Les croisières en fait. C'est ça. Mais dites, votre histoire quand même, c'est celle d'une petite fille dans le nord sauvage de l'Ontario au Canada. Qu'est-ce qui vous fait rêver à ce moment-là? Pourquoi vous vous destinez vers la photographie et vers ces mondes-là? Qu'est-ce qui à un moment donné déclenche cette envie de vous y frotter? Je sais pas. Je pense que j'étais beaucoup toute seule comme jeune enfant. Je vivais en fait dans les forêts avec mes parents. C'était assez. Maintenant, quand je regarde, c'était assez sauvage dans un sens. Donc, je vivais beaucoup avec mon monde imaginaire déjà. D'accord. Je pense que ça venait de ça. Et c'était très flashy déjà, parce que là, il n'y a pas de noir et blanc. Vous n'êtes pas flashy. Hein. Alors justement, voilà. Là, vous avez beaucoup de couleurs dans vos photos. C'est très important pour vous. Vous n'êtes pas du tout noir et blanc. Non. Pourquoi donc? Le monde était en couleur, non? Pour nous, en tout cas, pour les êtres humains. Et du coup, de votre forêt, là, dans votre enfance, vous avez peut-être eu aussi envie de retrouver plein de gens, de vous entourer plein de gens, d'où le tourisme. Vous habitez en France maintenant? Oui, depuis longtemps. La prochaine expo, ce sera sur les touristes à Paris, la Tour Eiffel. Non, en fait, vous y avez pensé pas forcément de tourisme. En fait, c'est pas ma spécialité, mais c'est le Cité d'économie qu'ils avaient ce thème cette année. Donc, du coup, évidemment, ils ont vu mon travail et ils m'ont demandé s'ils peuvent faire une sorte de regard croisé ensemble. Donc, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de voyages avec mon travail. Donc, c'est une sorte de tourisme, mais c'est moi le touriste, en fait, dans ce sens-là, où je m'incruste dans des mondes que je ne connais pas et je deviens d'autres gens, en fait. Ouais. Et alors, vous avez une autre source d'inspiration. Là, je pense que j'ai vraiment bien lu les interviews. C'est que vous regardez beaucoup de films, énormément, un film par jour. Et c'est ça aussi qui nourrit
Bah, oui. Votre art, votre œuvre? Ouais, c'est en Pourquoi? fait, j'aime beaucoup faire des captures écran, c'est ça. Ah, des captures d'écran. Bah, parce Ouais. que c'est l'image en mouvement, parce qu'il y a un langage photographique qui est beaucoup plus fixe, je dirais, beaucoup plus monumental. Et avec le cinéma ou même les vidéos, les films et tout ça, il y a une sorte de mouvement toujours. Donc, du coup, quand tu fixes l'image en mouvement, il y a une énergie un peu différente qu'avec avec la photographie. Ça vous prend beaucoup de temps pour vous apprêter, pour vous préparer quand vous prenez une photo comme ça, se maquiller, tout ça, c'est combien de temps? Ouais. C'est beaucoup de boulot? Non, en fait, moi, souvent, pour cette photo-là, par exemple, on ne voit pas mon visage, mais c'est un perruque synthétique. Donc, du coup, je n'ai pas besoin de le styler. Ah bon? Je mets le maquillage le matin, je ne change pas toute la journée. Bon, eh ben super. Merci beaucoup Merci à vous, d'être venu dans 28 Courtenay-Roy. Donc votre exposition, c'est jusqu'au 20 septembre, all inclusive, à la cité, la très belle cité de l'économie à Paris. Merci encore. Merci à vous. Et un dessin de Dorteux qui vous est spécialement dédicacé. Dorteux. Le all inclusive, ça rend les gens de plus en plus feignants. Il était clairement indiqué all inclusive. Et maintenant, vous voulez qu'on s'occupe nous-mêmes de nos posts Insta. Il faut aussi un service Insta. Merci beaucoup, Dorteux. Merci encore, Courtenay-Roy. C'est l'heure de notre troubadour des temps modernes, Benoît Forgeard, bien sûr, et sa dérive des continents. Et ce soir, cette question essentielle, certains mots empêchent-ils la discussion? Bonsoir Benjamin. Il est des mots avariés, foutus. Comme un pantalon blanc taché de sauce tomate, on ne les récupérera plus, c'est mort. Prenez le mot décroissance par exemple. Une étude récente montre que lorsqu'on propose à un panel d'individus de voyager moins loin ou d'acheter d'occasion plutôt que neuf, tout le monde est d'accord. Seulement, comme pour un test culinaire à l'aveugle, dès qu'on révèle le nom sur le paquet, patatras. Excellente ces idées, c'est quoi? Décroissance? Ah non, merci bien. Ainsi défile sous les huées toute une meute de substantifs abîmés, chair à saucisse de débats sans fin, Frankenstein sémantique, caricature d'idées. J'ai beau me croire malin, je tombe dans le panneau. Typiquement, le mot anticapitaliste me déprime. Il convoque dans mon esprit une bande de syndicalistes frigorifiés, occupés à tousser en brûlant des tracts dans un baril en flammes. Ces visions sont-elles les souvenirs d'une expérience malheureuse? Non, seulement des clichés que j'ai laissé m'envahir. Un comble, puisque je n'ai aucune sympathie pour le grand capital. Je découvre naïf que certains mots manipulés à dessein font barrage entre la vérité et nous. Plutôt que d'allumer, ils éteignent. Plutôt que d'ouvrir, ils ferment. Décroissance, encore lui, s'est fait attraper par le politique, ligoté, connoté, pourrir, avant d'être réinjecté dans le débat où sa simple évocation vous disqualifie direct. Le mot est devenu un repoussoir, un remugle. Il faudra en trouver un autre et en attendant, les insectes crèvent et on n'avance pas. Mal nommer les choses ajoute au malheur du monde, on le sait, merci Albert Camus. Mais mal nommer les choses fait aussi le bonheur de certains professionnels des plateaux, virtuoses dans l'art de vider les mots de leur substance. Faites l'expérience, prononcez wokisme d'un air entendu dans une réunion de copropriétaires. Vous n'aurez pas besoin d'en dire plus. Suffit d'agiter le mot avec sa terrifiante guirlande arc-en-ciel pour déchaîner ses détracteurs, comme le carton rouge au nez du joueur de l'équipe adverse. Ce phénomène est une maladie de la langue et je n'ai ce soir aucun remède à vous fournir. Merci, cher Benoît Forgeard. Toujours un remède à la mélancolie. Bonsoir, rebonsoir, Julien Van Elst. On va avec vous Benjamin. Méditer pour ce week-end. Vous allez nous donner de quoi méditer. Et alors, vous êtes venu avec plein de gadgets. Là, qu'est-ce donc? Plein de gadgets. Regardez celui-là, vous connaissez? Cette petite touillette télégraphique. Ah, vous connaissez? Voilà. C'est notre chère collègue Margot qui a apporté ça au bureau pour faire du café pour faire, vous savez, mousser le lait. Et puis alors, on a un combiné vintage. Ça, c'est une autre collègue de 28 minutes qui utilise ça, qui branche ça sur son smartphone, comme ça, hop, pour téléphoner. Alors, passion gadget quand tu nous tiens, c'est ça. Donc cette Alors, je me suis posé la question, pourquoi on est autant entouré de gadgets et est-ce qu'on s'en sert vraiment de cette gadget? En tout cas, une internaute s'est posé la question. C'est vrai, à regarder, c'est hyper ingénieux. Mais tous ces gadgets qui sont censés nous faire gagner du temps finissent par nous en faire perdre. Et bien souvent, on finit par les oublier. On se complique plus la vie qu'on se la simplifie. Et figurez-vous que selon un récent sondage, plus de 8 Français sur 10 possèdent chez eux des objets dont au final ils ne se servent plus du tout. En moyenne, chaque foyer conserverait 19 objets tout de même qui finissent dans les placards. Alors pourquoi le futile nous est aussi
essentiel. Première explication, figurez-vous, c'est biochimique. Et oui, l'acte d'achat procure un sentiment de satisfaction immédiat avec un shoot de dopamine. C'est l'hormone du plaisir, un phénomène qui est exacerbé lors des achats en ligne. Les stratèges en marketing le savent très bien d'ailleurs. Ça s'appelle le business du shot sur notamment les plateformes de e-commerce. Ce serait uniquement une question d'hormones, Julia ? Eh bien, pas forcément. Il n'y a pas que ça. C'est aussi, quand on achète comme ça toutes ces petites choses inutiles, c'est aussi un moyen de remplir sa maison. Et je me suis dit que c'était peut-être un moyen de se remplir soi-même par peur du vide. La passion du gadget est donc aussi, je pense, existentielle en ces périodes notamment anxiogènes avec la guerre, le dérèglement climatique ou encore, par exemple, la peur de perdre son job avec l'IA. Eh bien, ça nous permet de nous évader, de nous distraire. Nous sommes par nature si futiles que seules les distractions peuvent nous empêcher vraiment de mourir. C'est ce que disait Louis-Ferdinand Céline dans Voyage au bout de la nuit. Alors oui, les distractions, cher Benjamin, font du bien, mais sommes-nous condamnés à acheter des gadgets pour apaiser nos peines ou nos peurs ? Eh bien moi, je réponds que non. Il y a une autre voie. Une phrase m'a fait beaucoup réfléchir. Elle est signée Jules Renard, qui a écrit dans son journal au début du XXe siècle « Regarde le vide, tu y trouveras des trésors ». Merci. On va méditer cette phrase. Et un dessin aussi pour méditer. Dorte, qu'est-ce que vous nous avez concocté ? Je pensais aux gadgets vraiment utiles. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un gadget qui empêchera que j'achète d'autres gadgets. Attention à la tête. Merci Dorte. Merci à tous autour de cette table et merci à toutes les équipes en coulisses. Merci à vous de nous avoir suivis. À lundi, bien sûr, avec Elisabeth Quint à 20h05. Et on se quitte en musique avec Boris Vian en écho à notre invité de la semaine, la fameuse complainte du progrès et aussi aux gadgets de Julia. Un atomixer et du Dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette.